On est parti loin là. Désolée, j'ai fait tomber ce truc 4 fois, mais en fait, il glisse. Je suis presque critique par rapport à notre monde, c'est-à-dire que je pense qu'on est en retard et qu'en plus il ne s'agit pas de réfléchir, il s'agit d'agir. On a, je pense, une période clé en ce moment. On a à la fois la prise de conscience sur le changement climatique, on a la prise de conscience de la fin d'une époque et ça se met en mouvement. Le seul sujet, ce n'est pas le changement, c'est le rythme du changement. Et nous sommes clairement là-dedans et on voit qu'on est toujours dans la partie du tourisme de montagne qui a toujours existé en fait. C'est qu'on ne peut pas opposer le ski et pas le ski. Moi je crois vraiment aux travaux qui sont menés par le GIEC. Et c'est quoi le GIEC? C'est la plus grande entreprise d'intelligence collective de l'histoire de l'humanité. Jamais on a branché autant de cerveaux humains sur toute la planète. Jamais on a fait la synthèse de travaux scientifiques autant. Je veux dire, le nouveau rapport du GIEC, c'est plus que 10 000 références scientifiques du meilleur niveau qui sont synthétisées. Et jamais on a utilisé les meilleurs outils techniques, notamment des supercalculateurs, pour répondre à des questions scientifiques qui sont: est-ce que le climat change et pourquoi il change? Scientifiquement, le consensus, il est total. Mais il y en a encore quelques-uns à qui on continue à tendre le micro pour faire croire qu'il y a un débat. On maintient le doute dans plein de domaines parce qu'il permet de ne pas trop se poser de questions, de ne pas questionner les modèles et puis de faire du business. Qu'on le veuille ou non, les stations ne pourront pas continuer comme elles le font aujourd'hui. On n'aura juste plus assez d'eau, ce ne sera plus possible de le faire. On a un nombre de stations qui pourront juste plus ouvrir. C'était déjà le cas en début d'hiver, il y a la moitié des stations françaises fermées à Noël. Donc de toute manière en 2022, donc en fait qu'on le veuille ou non, ça va arriver. 2022, ça a été un c'est un sacré voyage dans le temps qui nous montre ce qui va nous arriver vraiment au XXIe siècle de manière récurrente. Ce qui est épatant et inquiétant, c'est que ça arrive plus vite qu'on pensait. Moi, j'avais juste vu les modèles de Météo France et pour qu'on ait une telle intensité de chaleur, dans la décennie 2020-2030, il y avait très peu de probabilité scientifique sur la variabilité météo. Et en fait, en 2022, on a déjà battu tous les records qu'on pensait atteindre beaucoup plus tard. Donc la crise est déjà là. Mais la fenêtre d'action, elle est vraiment maintenant dans les toutes années, dans les 10 ans qu'on a devant nous. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on s'y prépare, comment est-ce qu'on décide d'habiter, d'avoir ces discussions nécessaires entre tous les acteurs pour se dire comment est-ce qu'on anticipe ça, comment est-ce qu'on s'adapte, comment est-ce qu'on change la manière de pratiquer la montagne. Moi, je viens du ski de fond, par exemple, je pense que les stations gagneraient aussi à développer d'autres sports de montagne qui sont peut-être un petit peu plus résilients. Pour moi, le modèle économique qui conjugue ski et hors ski est tout à fait possible. Il suffit d'ouvrir les yeux, puisque tous les autres grands pays de ski vivent complètement là-dedans. La Suisse, l'Autriche, qui est le premier pays du ski en Europe, l'Italie, mais aussi les États-Unis, tous les nouveaux pays du ski n'ont jamais raisonné en tout ski. Comment est-ce qu'on valorise les sports plus doux, qui est un vrai enjeu là-dessus. Donc comment est-ce que par exemple le ski de fond, la randonnée, le ski de randonnée, ou la marche, l'alpinisme, enfin tous ces sports-là qui vont avoir une pression moins grande sur l'écosystème, il faut qu'on arrive à les rendre désirables, il faut qu'on arrive à recréer un peu ce goût de l'effort. Et donc ça, c'est pas évident, mais en même temps c'est beau parce que c'est aussi ce goût de l'effort-là qu'on doit trouver, à mon sens, dans cette idée de soulèvement collectif. Les modèles, ils fonctionnent, donc pourquoi on se limite ? Et je pense que le virage, il est en train de se faire. Mais là, il ne s'agit pas de réfléchir parce que le changement climatique, c'est une vraie réalité. On l'a vécu dans nos stations cette fin d'année. On sait très bien qu'on va pouvoir s'y adapter. On va pouvoir garantir une activité très longtemps avec nos installations, mais qu'on ne pourra pas le garantir tout le temps. Pour moi, il faut faire le deuil de la solution ou de la posture parce qu'il n'y en a pas une bonne. Précisément parce que si c'était le cas, j'espère qu'on aurait été des gens pour tout s'adoser. Mais malheureusement, il y a un peu comme l'écosystème qu'on est en train d'étudier. En fait, il faut repenser un écosystème d'action. Il faut juste qu'on soit dans un côté positif, de dire ne restons pas les deux pieds dans le même sabot. Et finalement, notre histoire, nos gènes, notre ADN, elle nous donne tout. Il suffit juste de sortir des clivages, des grandes idées, des silos
Et là, on a vraiment quelque chose à progresser. Donc la première chose, c'est remettre la connaissance et la science au cœur des débats publics. Comment on donne les clés des solutions aux gens, aux citoyens, aux élus qui sont juste le miroir des citoyens, et comment on remet la science au cœur de ça. Ça, c'est peut-être la première chose qui est fondamentale. Juste l'exemple de la Convention citoyenne sur le climat. On sélectionne au hasard, avec le tirage au sort, 150 citoyens qui, pour la plupart, maîtrisent rien à la thématique climat. Ils prennent les meilleures décisions possibles qu'il faudra absolument appliquer maintenant au niveau global, qui sont à peu près la photographie de tout ce qu'il faut faire. Ayons confiance dans les citoyens, dans les élus, à condition qu'ils acceptent de baser sur la science et sur l'objectivité. C'est vraiment à chacun. Il y en a qui vont se retrouver dans la rue, dans la désobéissance civile aussi, d'autres pour qui ça va faire très très peur et qui vont préférer écrire des bouquins, faire de la recherche dans leur labo, et en même temps on en a vraiment besoin aussi. Moi je choisis mes actions simplement parce qu'elles me touchent. Et en fait, je me rends compte aussi qu'on ne peut pas gagner de combat si on est partout. Donc il faut être capable d'être très stratégique, très organisé, parce que les gens qui sont en face de nous le sont. Donc si on veut sortir de notre apathie, de notre impuissance, il faut qu'on soit capable de s'organiser, de travailler avec les bonnes personnes conjointement, d'être inlassable et sans relâche, et puis d'embarquer avec nous plein de gens. Notre force, c'est d'être aussi du bon côté, et en même temps c'est le nombre. C'est quelque part un mal bien français que de dire est-ce qu'on ne va pas recréer, philosopher sur les choses. Partons du principe quand même qu'une station suisse ou autrichienne, on ne se pose même plus la question de savoir est-ce qu'il y a une saison d'hiver, une saison d'été, c'est ouvert tout le temps. À certains moments il y a du ski, à certains moments il y a plus de ski. C'est pas gênant. Il faut qu'on construise collectivement le monde de demain, et ça, outre la première chose qui serait une déprime, que ça va mal, les glaciers vont mal, ça donne surtout envie d'agir. En fait, ça donne envie de dire regardez, il reste un petit temps d'action possible avant d'aller vers des choses vraiment irréversibles et très graves. Et dans ce temps d'action, on n'a pas le choix que d'être à 200% tous, et dans la limite de nos capacités, et nous, glaciologues, scientifiques, d'aller encore plus dans la société, de partager ça. On voit que ce qui est un peu gênant dans notre modèle, c'est qu'on est chacun dans notre catégorie, et on gagnerait vraiment à chasser en meute. Mais on a vraiment tout pour bien faire, on a des stations d'exception, on a encore une résilience au changement climatique pendant très longtemps, on a des belles entreprises qui nous fournissent de la technologie, on a tout un tas de capacités. C'est juste d'avoir peut-être plus d'optimisme et plus de lucidité sur le changement. Le changement fait partie de la vie, l'adaptation fait partie du changement de la vie. C'est très simple, on n'a pas le temps de laisser le choix. Donc moi je préférais que ce soit, et c'est ce qu'on essaie de proposer avec nous, de dire on se met autour de la table et très vite on décide à l'échelle locale, parce que particulièrement pour les territoires de montagne, c'est très ancré, et donc c'est difficile d'avoir une décision qui viendrait d'en haut et qui ne serait pas implémentée, qui ne connaîtrait pas la culture locale, les particularités du territoire montagnard qui sont assez spécifiques de chaque station, de chaque endroit. Donc à mon sens, là où ce serait le plus efficace et le plus rapide, c'est si on s'organise au niveau des vallées, entre nous. C'est un sujet de gouvernance des stations, de mise en mouvement. C'est un sujet aussi de transparence. Sortons de certaines postures. Dans notre groupe, on a pris ce virage avec le net zéro carbone, avec une approche de la montagne extrêmement mesurée. Maintenant, il faut y aller. Il y a aussi bien sûr la contrainte. La contrainte, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, on peut voir la loi comme quelque chose de positif, nous permettre de mieux vivre en société. Mais il faut absolument que l'État retrouve son courage de réguler. Et pendant le Covid, face à un danger impérieux, d'un coup le politique a retrouvé son courage. Qui aurait pu croire qu'on puisse être chez nous et d'avoir le droit de sortir une seule heure par jour pendant 1 kilomètre autour de chez nous, et que les Français ou que l'humanité allait accepter ça. Tout le monde, il y a 5 ans, aurait pensé à une blague. Et pourtant, on l'a fait parce qu'on savait le danger impérieux, parce qu'on a été informé du danger impérieux. Donc l'humain est prêt à faire des efforts. Le politique, il est prêt à réguler les activités humaines quand il y a un danger imminent. Le Covid et le climat, le danger ou l'effondrement du vivant, du cycle de l'eau, tout ce que vous voulez, le seuil de dangerosité, il est fois 1 milliard en termes de dangerosité. Et il faut que le politique le comprenne. Il faut que le politique retrouve sa place de régulation de tout ça et d'anticiper tout ça avec les scientifiques. On est là pour essayer de les éclairer, à la fin il faut des décisions politiques. Mais voilà, on est parti très loin, mais je crois que la clé elle est là, où il n'y a pas de clé. Cette crise elle est terrible, les enjeux ils sont terribles.
existentielle presque pour l'espèce humaine. Ceci dit, si on y fait face et qu'on en sort par le haut, soit on en sort par le bas dans un marasme écologique, sociétal total, peut-être de conflits, beaucoup de mortalité, de migration, ou on en sort par le haut en retrouvant un lien très fort avec la nature et un rôle très positif pour l'homme, qu'on est la seule espèce qui pourrait vouloir conserver la nature et mieux transmettre la nature et qui a conscience qu'elle ne peut pas vivre sans. Retrouvons ça, et si on réussit ça, c'est un immense gain qualitatif pour nos vies à tous, pour nos quotidiens à tous et pour nos enfants. Donc c'est aussi une belle histoire à raconter et à construire. C'est pas que du négatif.